Je vais passer la parole à, j'espère ne pas écorcher le nom, Belaj Soulami Reda de Rennes concernant l'assistance par ordinateur dans les procédures valve-in-valve. Reda, vous êtes présent? Oui, enchanté. Et là, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Votre écran est en cours de partage. D'accord. C'est bon, il est remonté. Il faut passer en mode plein écran. C'est bon. C'est bon, je peux y aller? Oui, allez-y. Très bien. Bonsoir à tous. Merci pour cet honneur pour cette opportunité de présenter mon travail de thèse d'université qui a porté sur l'assistance par ordinateur dans les procédures valve-in-valve. Je resituerai brièvement le contexte qui est celui des valvulopathies et tout l'enjeu en termes de santé publique, puisque c'est près de 10% dans la population générale de plus de 65 ans et près de 15% chez les plus de 75 ans. Avec quel que soit le traitement de ces valvulopathies, que ce soit le remplacement valvulaire ou les procédures endovasculaires, une très large utilisation des substituts valvulaires biologiques. Ces substituts valvulaires biologiques, ils ont un inconvénient, c'est qu'avec le temps, ils sont exposés à ce qu'on appelle la dégénérescence structurelle, qu'on a étudié au travers notamment de ces trois papiers, mais il en ressort globalement que et la littérature est assez consensuelle sur le sujet, qu'une bioprothèse en position aortique a une espérance de vie moyenne de 19 ans. Ce qui peut poser effectivement problème quand on est implanté à 60 ans ou 65 ans, et encore 19 ans, ça reste une moyenne. On voit des dégénérescences qui sont plus précoces, d'où l'intérêt de ces procédures-là, que sont le valve-in-valve, qui consiste en l'implantation par voie transcathéter, donc c'est de l'endovasculaire, ça se fait sous fluoroscopie, d'une endovalve au sein de la bioprothèse dégénérée. Et on comprend assez facilement avec ce visuel que la clé, ou l'une des clés en tout cas du succès de ces procédures, ça va être la précision de l'implantation de cette endovalve au sein de la bioprothèse dégénérée. Et effectivement, tout un lot de complications spécifiques de ces procédures est lié à soit ce qu'on appelle la malposition, c'est-à-dire une implantation qui est trop haute sur le versant aortique avec des risques d'embolisation dans l'aorte ascendante, ou trop basse avec des risques plutôt liés au ventricule gauche, ou même à une implantation suboptimale, c'est-à-dire une implantation qui ne permet pas d'obtenir des paramètres hémodynamiques satisfaisants. Et on le sait parce qu'on connaît de manière à la fois in vitro et in vivo, on sait la profondeur d'implantation théorique optimale qu'il faut atteindre pour obtenir des paramètres hémodynamiques qui sont satisfaisants. Sur une cohorte de près de 160 patients, on avait plus de 70% des patients qui avaient une profondeur d'implantation optimale. Et sur cette cohorte-là, la moitié avait un retentissement hémodynamique. Donc on a quand même des procédures qui sont amenées à avoir un impact de plus en plus important, avec près de 30% d'implantations qui n'aboutissent pas à un résultat hémodynamique satisfaisant. D'où l'objectif de notre travail qui était de proposer une approche offrant une indication claire sur la vue fluoroscopique et en temps réel du plan d'implantation optimale qui est connu a priori. C'est à déterminer à la fois in vitro et in vivo, mais on sait où devrait aller cette endovalve, sauf que c'est un plan qui est virtuel, qui n'est pas visible sur la fluoroscopie, on le verra, à la fois pour éviter les complications liées à la malposition, optimiser les paramètres hémodynamiques, et on le verra également réduire l'injection de produits de contraste. Pour faire simple, c'est passer d'une image fluoroscopique en 2D à une image fluoroscopique en 3D, où on a une représentation, un modèle tridimensionnel de cette bioprothèse où on viendra larguer l'endovalve, avec surtout une indication qui est claire, qui est quantifiée du plan de largage optimal. Ça a encore une importance plus importante lorsque les bioprothèses sont peu radio-opaques, comme celle-ci, où il faut injecter du produit de contraste souvent abondamment pour déterminer ce plan de largage. Avec notre approche, on arrive tout de suite, on sait où est ce plan de largage, et on le verra, on pourra même s'affranchir d'injection de produits de contraste. Un peu plus dans la technique, notre workflow, donc c'est adapté initialement, ou c'est appuyé sur la segmentation des données
issus du scanner préopératoire du patient, nous permettant de reconstruire ce maillage surfacique auquel on rajoutait ensuite ce plan de largage optimal qui était connu, projeter ces données tridimensionnelles sur la fluoroscopie par un recalage 3D, 2D, et puis, étant donné la spécificité du mouvement des structures cardiaques, maintenir cette projection par le biais d'un tracking. Très brièvement, tout part du scanner préopératoire du patient. La segmentation s'appuie sur un feuillage et une croissance de régions qui nous permettent, voilà, c'est des logiciels qui sont semi-automatisés, c'est des manipulations qui sont, voilà, qui sont accessibles une fois qu'on y passe un petit peu de temps, qui permettent d'aboutir à ce genre de maillage surfacique et ensuite d'y rajouter un plan de largage que l'on connaît parce que l'on connaît d'une part la bioprothèse qui est dégénérée et l'endovalve qu'on veut mettre dedans. Ça a été l'un des premiers travaux de thèse et ça a été, voilà, on voit bien la vue fluoroscopique native, entre guillemets, on a une bioprothèse, on sait que le plan de largage dans cette configuration-là, il est 2 mm en dessous. Au lieu que ça reste quelque chose de virtuel, on a la possibilité de projeter à la fois le stent de la bioprothèse, mais aussi le plan de largage optimal, la naissance des artères coronaires, et c'est important aussi quand on fait du valve-in-valve pour éviter les risques d'occlusion d'artères coronaires ou même de l'aorte ascendante. Donc c'est une étude qui avait été initialement montée sur des boucles de fluoroscopie acquises, sur un modèle rétrospectif pour affiner notre workflow, et ensuite réaliser deux procédures, on le verra en temps réel avec de bons résultats. Un petit écueil que l'on a rencontré en suivant ce workflow, ça a été la segmentation des données préopératoires. Pour peu que le patient bouge, pour peu qu'il soit tachycarde ou que le scanner soit de moins bonne qualité, on arrivait avec des images artefactées de cette bioprothèse. Et la question qui se posait, c'est peut-on utiliser des bioprothèses neuves dans leur emballage d'origine pour avoir ces maillages surfaciques et ne plus avoir besoin de les extraire à chaque fois du scanner du patient. Il fallait avant ça répondre à l'hypothèse de savoir si la dégénérescence des bioprothèses pouvait altérer ces marqueurs. On a fait donc une étude sur 19 bioprothèses dégénérées par le moyen de deux méthodes de comparaison de surface et de volume pour arriver à un écart moyen entre une bioprothèse dégénérée et une bioprothèse neuve inférieur à 0,5 mm, qui nous a permis d'affirmer ou au moins de suggérer que la dégénérescence structurelle n'impactait pas les marqueurs radio-opaques des bioprothèses valvulaires pour aboutir à cette librairie qui a fait l'objet d'une publication suivante de bioprothèses qu'on a scannées, dont on a fait des maillages surfaciques et qu'on pouvait utiliser du coup ad libitum pour les procédures, après y avoir évidemment rajouté le plan d'implantation optimale. Alors, pour illustrer mon propos, ça c'est une procédure qui a lieu en temps réel. On a l'écran de fluoroscopie classique. Le but là n'est pas de se substituer, on n'est pas encore dans cette démarche-là ou à ce niveau-là, mais d'avoir l'écran de fluoroscopie classique et l'écran de fluoroscopie augmentée. On a un plan de largage qui est clairement indiqué et ça facilite un petit peu, ça facilite grandement le geste, puisque là l'idée c'est d'aller s'aligner, comme on le voit, aligner l'endovalve avec le bord inférieur du plan de largage optimal et de larguer dans cette zone qui est considérée comme le plan de largage optimal. En l'occurrence, ça c'est un patient, on ne pouvait pas injecter d'iode parce qu'il était prédialytique et on a eu un excellent résultat sans injection de produits de contraste avec de très bons paramètres hémodynamiques. Je reviens à la prothèse décrite précédemment qui est très peu radio-opaque où il faut souvent des injections de produits de contraste répétitives. On a trois petits points en fait, qui sont trois marqueurs au sommet de chacune des trois commissures de la bioprothèse pour essayer de réduire autant que possible, voire même éviter toute injection de produits de contraste. Notre modèle voilà, permet d'indiquer clairement le plan de largage optimal et de larguer l'endovalve de manière concordante avec cette indication. J'avance un petit peu la vidéo. Voilà, donc on arrive à la fin à un largage où le bord inférieur de l'endovalve est au niveau souhaité, là où on estime, on sait que le plan de largage optimal est situé.
Reda, il faudrait arriver à la conclusion, parce qu'on a dépassé le temps, là. Tout de suite. Alors, je passe au troisième cas clinique simplement pour montrer qu'on pouvait également projeter l'aorte ascendante et les artères coronaires pendant ces procédures-là et que ça pouvait avoir un impact important pendant les procédures valve-in-valve. Je passe aux conclusions, si ma vidéo le permet. En conclusion, je vais conclure avant qu'elle s'affiche. Ce qu'on a pu démontrer. Ah. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais en tout cas, ce qu'on a pu démontrer, c'est d'une part la faisabilité. Allez-y, La concluez faisabilité de l'assistance par ordinateur dans les procédures valve-in-valve, mais aussi avec une application clinique, alors qui reste pour l'instant mesurée et partagée, parce qu'on n'a pas encore cette ambition de se substituer à la vue fluoroscopique normale et d'imposer notre approche directement. Il y a une réduction de la courbe d'apprentissage, il y a une amélioration qui est palpable, mais qui est difficile à quantifier, et donc ce sera notre objectif à plus long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Reda. Merci beaucoup pour cette intervention. J'avais une petite question, c'était de savoir si vous pouviez entrevoir des applications au-delà de votre spécialité, très probablement dans d'autres domaines vasculaires, voire neurovasculaires, notamment dans les anévrismes. C'est vraiment une question ouverte de savoir si vous pensez que ça restera uniquement pour le valve-in-valve ou si cette solution a peut-être déjà été développée ailleurs ou si vous pourriez l'apporter ailleurs. On travaille de manière assez étroite avec nos collègues chirurgiens vasculaires qui sont aussi qui sont vraiment à la pointe de ces techniques de fusion. Là, la particularité ou la difficulté supplémentaire, c'est le mouvement des structures cardiaques auxquelles il a fallu trouver une réponse par le biais du tracking, mais c'est des choses qui se font déjà de manière assez efficace en chirurgie vasculaire avec de la fusion à partir du scanner préopératoire directement sur la fluoroscopie.